Quisiera destacar algo que me parece muy importante y une al feminismo internacional. Hemos aprendido que nuestra lucha, aquello de lo personal es político, tenía un sentido de libertad muy fuerte. Lo personal es político y nadie se meterá, ninguna política se meterá a construirme como individuo, como identidad. Pero a la vez, como es político, hay que interpelar a la política. Y ahí, efectivamente, yo no me voy a pelear con la mujer que lleva el velo. Estoy contra eso, por supuesto, pero sí me voy a pelear, y no como el ejemplo del velo, sino, por ejemplo, al mito de las maternidades que en este momento están existiendo. Ya no quiero hablar de otra cultura, quiero hablar de la mía. Entonces sí me voy a oponer a eso. Pero no me voy a meter con aquella mujer que ha tenido un niño y está obsesionada y mitificando. Con ella no me voy a meter, pero sí con quien construye todo eso. Y eso creo que es una de las cosas más interesantes del feminismo después de los años que llevamos. Haber comprendido cuán político es y que cuando hablamos de identidades estamos hablando de nuestras libertades, pero eso tiene que referirse a la política, tienes que cuestionar la política. Y entonces mi pregunta, ¿quién cuestiona la política? Y es donde creo que tenemos el problema. El movimiento feminista, las mujeres, con dos ideas muy fuertes, la libertad y la igualdad. Y mi pregunta, Wasila, es, esas dos, libertad e igualdad, ha funcionado como una lupa, que miraba y decía, aquí falta libertad, aquí falta igualdad. Esas dos cuestiones son las que sí hemos de oponer a las mujeres. O sea, cuando el movimiento es fuerte, cuando las mujeres notan que falta libertad y falta igualdad. Y la pregunta es, eso nos hizo mover a nosotras en los años 80. La pregunta es, hoy en ese caos que tú has descrito, que en parte también es nuestro caos, en ese caos que tú has descrito, esos dos, como diríamos, esos dos pensamientos fuertes tienen aún su fuerza, su potencia y moverán las cosas, pienso. O sea, en resumen, comment agissent dans ce moment les mouvements de femmes dans tous les pays du Maghreb? Quelle c'est la situation? Oui, non, je vais te répondre parce que d'abord, je croyais avoir entendu qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment dans ce chaos, parce qu'on est un peu dans le chaos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que déjà il faut continuer à exister, c'est-à-dire avoir un territoire où tu peux exister de manière différente, le livre, l'écriture, les rencontres. Il faut continuer à exister. Je crois beaucoup. Nous, personnellement, en Algérie, on est dans une crise politique qui s'ajoute à ça. C'est-à-dire un immobilisme politique très, très fort avec une grande incertitude sur l'avenir. Donc on est vraiment dans un moment encore un peu plus particulier. Les Tunisiens sont dans une situation différente. Les Tunisiens sont en train de construire, avec difficulté, mais d'essayer de construire une démocratie dans laquelle ce qui est intéressant en Tunisie, et c'est là où tu te rends compte que quand il y a quelque chose à défendre, on peut le défendre. Parce que les Tunisiennes avaient un code qui a été fait en 1956, et ce code de la famille, c'est-à-dire ce code du statut personnel, c'est avec le statut des femmes, qui est très particulier dans le monde arabe, qui est peut-être le seul singulier, et c'est devenu un point très important de l'évolution de la révolution et de la contre-révolution en Tunisie. Si bien que quand les islamistes qui avaient pris le pouvoir par les urnes, puisqu'ils étaient en majorité, mais qui déjà étaient en train d'organiser une contre-révolution, ont été obligés de se retirer plus ou moins ou de reculer parce qu'ils voulaient mettre en cause un mot qui était le mot égalité. C'est remarquable, c'est-à-dire de voir le poids du mot égalité. Ils voulaient remplacer le mot égalité par complémentaire. Eh bien, les gens sont descendus dans la rue
pour un mot. Et ça, j'ai trouvé ça quand même formidable. Les femmes voilées, tout le monde est descendu dans la rue. Les femmes et les hommes sont descendus dans la rue, toutes les femmes et tous les hommes, pour défendre un mot, le mot égalité. Et le président de l'Assemblée provisoire en Tunisie, qui est un ami, Riyad Benachour, qui est un grand juriste, quand il constitutionnaliste, quand il faisait la Constitution, ils organisaient, il disait le code du statut personnel, c'est la Constitution tunisienne. Il n'avait pas cru si bien dire, c'est-à-dire la chose qui était qui mettait une frontière sur lesquelles est venue se heurter la révolution et la contre-révolution, c'est vraiment le statut des femmes. Parce qu'il y a des choses à défendre. D'accord. Donc, les Tunisiens sont dans une situation différente. Donc, on ne peut pas dire le Maghreb aujourd'hui. Parce que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, c'est trois situations politiques différentes. Je pense que ces trois pays, quelle que soit leur situation, sont plongés dans un contexte dont j'ai parlé et qui est extrêmement inquiétant, très très inquiétant, qui fait que malheureusement il y a une hiérarchisation des urgences et comme tu sais, les femmes sont toujours placées à la fin des urgences, tout le temps. Nous, par exemple, en Algérie, en 62, on a voulu d'abord développer le pays, alphabétiser, et puis après on a parlé des femmes. On n'a pas eu le temps, parce qu'entre-temps, il s'était trop tard d'en parler. Donc voilà, il y a toujours cette hiérarchisation. Mais je répondrai d'une façon très égoïste. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même? Comment vivre? Comment on peut vivre cette période d'attente, de transition? Je crois qu'il faut continuer à exister, il faut continuer à parler, il faut continuer à écrire, il faut continuer à travailler, il faut continuer à s'organiser. Par exemple, tout à l'heure, je te disais que j'ai rencontré une amie qui est là, qui est, je ne veux pas, qui a fait, il y a, Chrysalide, c'est quelle année 2000. Bon, alors voilà, mon amie Jalila, qui est là, est une femme très très importante en Algérie, et qui en 2000 crée une petite association de gens de la culture. Les gens, même pas parce qu'ils veulent faire la culture. Ils ont fait des études, sociologie, ils ont fait des études, mais ils veulent faire du cinéma, ils veulent faire du théâtre, ils veulent faire de la peinture. Ils se réunissent autour d'elle, ou elle les réunit, elle arrive à les réunir, et elle fait une association qui s'appelle Chrysalide. Et bien aujourd'hui, 17 ans après, tout ce qui se fait d'intéressant, cinéma, peinture, littérature, sort de cette association. Ça veut dire qu'on peut faire des choses encore, même quand on est dans des situations... Sur le plan du féminisme, je pense que, tout à l'heure je t'ai dit ce que je pensais des gens. Les gens de droite, je ne parle pas, ce n'est pas mes amis, je ne leur parle même pas, je n'essaie même pas de discuter. Mais les gens de gauche sont mes amis. Et les gens de gauche, je leur demande d'être rigoureux, d'avoir une morale. Ce que vous voulez pour vos enfants, vous devez les vouloir pour tout le monde. Je sais, quand la modernité, c'est culte. Quand ils disent qu'on veut pour soi, on veut pour les autres. C'est la fin des privilèges. Pourquoi est-ce que les Occidentaux auraient un privilège sur les autres? Parce que c'est une forme de privilège. De dire, moi, ma fille, mon enfant, c'est l'égalité, je vais les aider. Ben non, le petit d'à côté, il est espagnol, mais il s'appelle Mohamed, et ben, ça ne fait pas envoyer sa fille à l'école, ben voilà, c'est sa culture. Non, la modernité, c'est je fais aux autres ce que ou je ne fais pas aux autres, ou je fais aux autres ce que je veux qu'on fasse moi-même. C'est la modernité. Et ça, c'est important. Moi, je trouve qu'en Europe, il y a une grande défaite de la pensée.
une grande défaite de la pensée. Et les intellectuels sont incapables de penser aujourd'hui le monde. Et ça, c'est pour la question des femmes, des féministes. Il n'y a plus d'écrits féministes, sauf ceux du relativisme culturel. Les femmes racisées, les indigènes de la République, décolonisant l'histoire. Voilà ce qu'on lit aujourd'hui dans le domaine du féminisme. Alors nous, on se bat avec ce qu'on a, on se bat avec nos idées, on se bat avec nos écrits. On écrit, tu vois. Moi, par exemple, j'ai ouvert des ateliers d'artistes. Je m'occupe d'art maintenant. Parce que je trouve que là aussi, dans la créativité, il y a une forme de liberté. Et je fais des liens avec mes vies antécédentes. Je n'ai pas changé de vie complètement. Pour moi, l'art est politique. Dans un pays où il n'y a plus de politique, j'essaie de le trouver là où je peux le trouver. Et il y a de la politique. Nous faisons de la politique à travers les arts aujourd'hui, à travers dans ce domaine. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas faire de révolution, on ne va pas changer le monde, mais j'aime beaucoup l'image du petit poucet. Tu connais l'histoire du petit poucet? Le petit poucet, c'est un père qui veut se débarrasser de ses enfants. Et donc il les emmène dans le bois pour les perdre. Mais le petit poucet, il a écouté l'histoire. Il dit, c'est un père qui ne peut pas nourrir ses enfants. Il les emmène dans les bois pour les perdre. Mais le petit poucet a entendu. Alors il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Et il jette un petit caillou pour revenir. Et je pense que nous devons être ces petits cailloux. Moi, je pense que je suis un petit caillou blanc. Et c'est très important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on est dans une crise, s'il y a des problèmes, la raison va revenir. Je crois beaucoup à la raison. Je suis une rationaliste. Voilà, c'est comme ça. Je crois beaucoup à la raison. Mais ça va revenir. Parce que l'islamisme, pour moi, mettre le voile et tout ça, lutter contre le désir, c'est mortifère. C'est-à-dire, quand tu caches ton corps, c'est mortifère. Tu luttes contre le désir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs sexuels là-dessous non plus. Il ne faut pas vous leurrer, parce que c'est une perversion de la sexualité. Et on sait très... Bon, là, on s'avance, c'est un domaine un peu compliqué. Mais n'empêche que, quand on voit... par exemple, si je compare le voile de ma grand-mère et le voile de certaines jeunes filles aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Parce que ma grand-mère, c'était de la modestie. Là, c'est un peu... c'est accepter un ordre sexuel. Et tu vois ce que ça veut dire. Hein? C'est vraiment accepter un ordre sexuel. Tu sais, on n'a jamais vendu autant de strings en Algérie. Il y en a, on met le voile et en même temps, on met de dessous, etc. Oui. Ah, mais oui. Mais moi, un jour, j'étais dans une voiture avec un homme avec qui je passe tout mon temps, parce qu'il y a des embouteillages, c'est le chauffeur. C'est l'homme avec qui je passe tout le temps dans ma vie. Et il est vraiment islamiste. Il est très islamiste. Mais islamiste soft, comme tous les Algériens. Et je vois une fille maquillée. Et je lui dis, Camille, tu as vu, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais regarde cette fille, regarde comment elle est maquillée. Il me fait, mais c'est normal. Je dis, comment c'est normal? Il me dit, il faut qu'elle plaise à son mari. Ah, je dis, mon salaud. C'est ça, votre histoire de voile, de machin. Voilà, bon, c'est. Mais pour te dire que je pense que en Algérie, par exemple, je dois reconnaître, malheureusement, qu'il n'y a pas tellement de. Le mouvement des femmes, comme on aurait pu dire dans les années 70, même 80, pratiquement a disparu.
C'est-à-dire que les gens se sont fatigués. Et il y a ce postmodernisme, cette idée que tout est normal, que le féminisme, quand une intellectuelle, il y a quand même des correspondances entre les gens qui ne sont pas féministes et les gens qui sont féministes et qui font des discours anti-féministes. Et ça finit par être pris en charge par les gens qui ne disent pas, mais qui entendent. Oui, quand par exemple, il faut savoir que souvent j'entends dire, quand moi je dis que je suis contre le voile, on dit, mais comment tu comptes? Mais regarde, même les Françaises et les Espagnols les acceptent. Comment toi tu es contre? C'est là où ça, il y a une influence énorme entre nos pays. C'est très poreux. Il y a les émigrés qui rentrent, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et moi, je ne veux pas être pessimiste parce que c'est pas ma nature d'être pessimiste. C'est pas ma nature. Et je dois dire que moi, il suffit qu'il y ait autour de moi 300 personnes qui semblent vivantes et intéressantes pour que je dise ça m'est déjà sauvé, tu vois. Mais je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais au moins, je sais qu'il y en a quand même. On est là. On continue à écrire, on continue à faire des choses, on continue à exister, on continue à faire des films. Par exemple, pour le 8 mars, je vais te dire, on a lu Une chambre à soi de Virginia Woolf, un chapitre, pendant plus d'une demi-heure. Ben, il y avait 150 personnes, elles n'ont pas bougé, elles ont écouté Virginia Woolf. Après, on a montré un film qui est fait par un cinéaste algérien qui s'appelle Candy, un film magnifique, très violent, où une femme, alors regarde comme c'est... Du coup, c'est plus qu'offensif féministe, c'est une femme qui est, on pense, violée et qui disparaît dans la mer, et qui se transforme en méduse, et qui revient tuer les gens. Tu vois? Alors bon, on en arrive à des formes extrémistes du combat des femmes, c'est-à-dire que la vengeance, on va tuer tout le monde, tu vois. Mais il y a quand même comme pour reprendre le terme du film de mon ami Carmen Castillo, on est toujours vivant. On est toujours vivant. Et on est, si eux c'est l'idéologie de la mort du désir, la mort du corps, nous c'est l'idéologie de la vie. Et on va gagner, parce qu'on est pour la vie, on est pour le désir, on est pour l'amour, on est pour le corps, on est pour les femmes, voilà. On va finir par gagner. Mais oui. Yo ya, como veis, las respuestas de Basila, respuestas no son. Así que, una última pregunta, porque ya son horas. ¿Ha sido tu ir a comer chocolate y los buñuelos? Estoy encantada de oírte. Soy mujer, soy feminista, pero ya me has dado las respuestas a lo que te iba a preguntar. Me encantaría hacerte muchas más preguntas, pero no es el momento. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Y la última, ¿vale? Porque como esto no ha sido pregunta... Gracias, Guasina, aquí. Gracias por tu intervención. Pero me vas a disculpar, pero hay un tema que no he entendido. Cuando tú has relatado la denuncia de las mujeres agredidas en Alemania, entiendo que has hecho una denuncia de la manipulación de todos los medios informativos que relataban la noticia, ¿vale? Pero cuando pasa eso, a muchas mujeres también nos surgió la duda de, aunque hubiese habido manipulación, si hubiese utilizado esa situación para bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué hacemos? En el sentido de que, con el fin de no fomentar ese odio hacia el colectivo de musulmanes, etcétera, no visibilizamos esa situación. Entonces, entramos un poco en ese debate. Es decir,
Y no entiendo que cuando tú has contado eso, ¿qué pretendías decir? No, me disculpas, pero esto no me ha quedado claro. ¿Me he explicado? Como me ha atascado, ¿me ha explicado lo que quería decir? ¿Sí? Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je n'ai pas de certitude. Mais je voulais vous transmettre comment je peux dire, l'état d'esprit dans lequel je me suis trouvée. L'état d'esprit. Alors, pourquoi je le dis, c'est parce que je suis une féministe qui a toujours lutté contre ces choses-là, contre le viol d'abord, évidemment. S'il y a une chose qui passe avant tout, c'est l'intégrité de la femme. L'intégrité de la femme. J'ai lutté contre le voile, j'ai lutté contre la loi française. J'ai soutenu la loi française qui interdisait le voile à l'école, par exemple, et je continuerai à le faire. Mais je dois dire, puisqu'on m'a invité à parler de cette question des femmes, je dois dire que ce qui s'est passé, alors, je dirais pas, je ne parlerai pas de manipulation de la presse, c'est pire que ça. Il ne s'agissait pas de manipulation. Oui, à la fin, c'était comme... Personne n'a manipulé personne. Tout le monde a agi spontanément. C'est ça qui m'a vraiment heurté. Si, oui, s'il y avait eu un complot, les complots qui réussissent, bon, ok. Mais c'est la spontanéité. Par exemple, le journaliste de France Culture qui m'a interrogé le matin à France Culture, et Dieu sait que c'est quand même une des émissions les plus, je dirais, intellectuelles du paysage français. À la fin, vous savez ce que je lui ai dit? Vous allez-vous me donner une leçon de féminisme? Il est devenu féministe. Comme ça. Il n'a jamais parlé des femmes. Jamais. Il ne s'intéresse pas aux femmes. Mais quand elles sont violées par un arabe, oui. Quand elles sont violées par un Allemand à Munich pendant la fête de la bière, non. Quand elles sont violées dans le sud-est de la France, une semaine après, à Pampelune, quand ils ont lâché les taureaux, vous connaissez la fête de Pampelune, on lâche les taureaux. Il y a eu 150 agressions, il n'y en a pas un qui a parlé. Mais un arabe, ça fait l'événement. C'est la nouvelle. Mais je vais vous dire, même des Algériens ont marché dans ce jeu. Et je ne leur parle plus. Ils ont été jusque New York Times pour dire que de toute façon, les Arabes c'était des violeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est du racisme pur. C'est du racisme simple. Alors, je n'ai pas de message, j'ai aucun message à me passer. Mais moi, en tant que féministe, qui me suis toujours battue contre le voile, je suis bien obligée de dire ça. Et je continuerai à me battre contre le voile. Ça n'empêche pas. Mais j'attire l'attention quand même sur le fait qu'on est entré, j'ai l'impression qu'on est entré dans une guerre presque mondiale. Regardez Trump. Que dit Trump? Que disent les Américains contre les Arabes? Mais c'est quelque chose de fou. Et pas les Arabes, pas les Saoudiens, hein. Pas l'argent, hein. Pas les Saoudiens. Alors, mon message, je vous ai dit, il pleut dans la maison, il faut changer le toit. Arrêtons de mettre des bassines pour ramasser l'eau qui tombe. Il faut régler le problème des Palestiniens. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Aujourd'hui, les Arabes sont devenus antisémites à cause de ça. Ils ne l'étaient pas. L'antisémitisme, c'est une notion occidentale. Les camps contre les Juifs, c'est l'Occident. Aujourd'hui, les Arabes n'aiment plus les Juifs. C'est normal.
comme dit mon ami Jean-Daniel Dumont, si j'étais arabe, je n'aimerais pas les juifs. Alors, aujourd'hui, il y a une situation grave. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de voir en direct l'élimination d'un peuple? Et alors, à Cologne, vous savez qu'on est arrivé, il y a eu 2 agressions. Un gamin de 17 ans. Tous les journaux, le New York Times, le Washington Post, Le Monde, Figaro, je suppose qu'en Espagne c'était la même chose, je ne sais pas. J'ai lu les journaux américains, les journaux français. Tous. Les émissions de radio, tout. La une de tous les magazines. C'est fou. Alors, oui, je suis féministe. Oui, je suis contre le voile. Mais je suis contre le racisme. Surtout quand c'est le racisme anti-arabe. Parce que je suis arabe. D'abord. Voilà. Muchas gracias a todos y a todas. Isabelle ne va pas m'inviter. Muchas gracias, Wasila. Está claro que sus declaraciones nunca van a dejar indiferente a nadie. Yo de ella la había leído, no la había escuchado nunca, no había tenido la oportunidad de verla en persona. Repetiremos porque como se me ha quedado a mí, me ha sabido poco y eso que venía hablando con ella en el coche y todo esto. A ver qué se siente. Non. Et je voudrais dire à mes amis espagnols, si vous êtes contre le voile, vous n'êtes pas raciste. Bien sûr, on le sait. ¿Qué va a decir? ¿No me ha dado tiempo para ver? Sí, que sí. Está ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? del velo. Dis-lui à Isabelle. ¿Qué ha dicho que no me ha dado tiempo de...? Estamos en contra del velo, no somos racistas. Lo que ocurre es que la mujer es somos tomadas como objeto de otras batallas. Entonces, la batalla contra el racismo se vio en Colonia, pero a la vez es cierto que hay hombres que violan mujeres. Entonces así nos hemos de mover. Sí, yo lo he entendido así. Bueno, es que tendremos la oportunidad de ver a Wasila de nuevo en el seminario, en el mes de junio, que a mí me ha puesto deberes, como he estado hablando tanto tiempo con ella, me ha puesto deberes, y yo me lo pongo a todas. Hay que leerse a San Pablo y los Corintios. San Pablo, me decían, pues San Pablo y los Corintios. Son los deberes que me ha puesto y yo los recomiendo. Muchas gracias a todos y a todas.